Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau.
C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les 2 étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le Soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au Soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium.
On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient 2 soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes. Mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler.
Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Les collisions stellaires se produisent environ tous les 10 000 ans, et c'est alors un spectacle incroyable. Mais elles ne sont fascinantes à regarder que lorsqu'elles se produisent à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de distance. Si une étoile entrait en collision avec notre propre Soleil, ce serait un cataclysme global qui ne laisserait aucune chance de survie à quoi que ce soit. Si cela se produit un jour, il est fort probable que ce soit à cause d'une étoile vagabonde. On appelle ainsi les étoiles que la gravité ne lie à aucune galaxie et qui se déplacent de manière indépendante dans l'espace. Une telle étoile est déjà passée tout près de notre système solaire. Pour être plus précis, il s'agissait de 2 étoiles. Son nom, l'étoile de Scholz, soit un système binaire composé d'une naine rouge pesant environ 86 fois plus lourd que Jupiter et d'une naine brune un peu plus petite, mais quand même 65 fois plus lourde que la géante gazeuse. Il y a environ 70 000 ans, ces 2 étoiles se sont approchées de la limite de notre système, le nuage de Oort. Ce dernier est une sorte de bouclier fait de comètes et de corps célestes qui entourent notre système solaire. L'humanité existait déjà à cette époque et avait probablement commencé à se répandre sur la Terre depuis l'Afrique. Il est donc possible que nos très lointains ancêtres aient remarqué une faible lumière rouge dans le ciel nocturne. Et même si l'étoile de Scholz n'est passée qu'à environ 0,8 années-lumière de nous, son champ gravitationnel a fortement influencé le mouvement des différents corps célestes. Mais que se passerait-il si une étoile de ce genre ne faisait pas qu'approcher notre système solaire, mais se dirigeait directement vers son centre, le Soleil? Les scientifiques disent que cela pourrait arriver dans 1,3 million d'années. Voici Gliese 710. Cette étoile pèse 60% du poids du Soleil et se déplace lentement vers nous. Tout comme ces hommes qui vivaient il y a 70 000 ans, il nous sera possible de voir la lumière de cette naine orange à l'œil nu. D'abord, Gliese 710 s'approchera de notre bouclier, le nuage de Oort. Le champ gravitationnel de l'étoile capturera quelques météorites et les lancera dans toutes les directions. Le nombre de météorites tombant sur la Terre sera alors probablement multiplié par 10. Ensuite, Gliese 710 se dirigera vers les planètes et elle les dévorera une à une, dispersant leurs fragments dans tout le système. Alors que les petites météorites ne nous dérangeraient pas beaucoup, une vraie menace pèsera à présent sur nous. Des éclats de la taille de la météorite qui aurait anéanti les dinosaures nous fonceront directement dessus. L'étoile se rapproche de plus en plus du Soleil, et si pour une raison ou une autre, nous survivons à l'impact des fragments de nos anciennes voisines, c'est maintenant Gliese 710 elle-même qui nous foncera dessus. La gravité et la température déchireront la Terre. Cependant, il n'y aura déjà plus personne pour assister à ce terrible spectacle. L'humanité aura quitté la Terre bien avant. La Terre, Vénus, Mercure. Gliese 710 s'est approchée du Soleil. La petite étoile tournera autour de la grande, se rapprochant progressivement en spirale. Avec le temps, les 2 étoiles fusionneront, et si leur poids total dépasse une certaine mesure, une catastrophe se produira.
La température de l'étoile vagabonde augmente et les réactions nucléaires en son sein accélèrent. Peu à peu, la partie interne de l'étoile se réchauffe jusqu'à atteindre une température critique et une supernova explose. En quelques secondes, toute sa substance est dispersée dans l'espace et une puissante explosion va anéantir ce qui reste de notre système solaire. Mais pour l'instant, Gliese 710 se trouve encore à 64 années-lumière de nous et il reste une chance qu'elle change de trajectoire et nous contourne sans danger. Et si deux étoiles moins communes se heurtaient l'une à l'autre? Voici une étoile à neutrons. Elle est très petite, elle ne fait qu'environ 20 km de large, mais son poids est comparable à celui du Soleil. Cette boule est extrêmement lourde. Une collision d'étoiles à neutrons peut générer l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Deux étoiles à neutrons tombent dans le champ gravitationnel l'une de l'autre. Elles se rapprochent progressivement en spirale. Et au moment où elles sont sur le point de se rencontrer, deux scénarios différents sont possibles. Si le poids des deux étoiles est relativement faible, alors, après la collision, leur poids combiné donne naissance à une nouvelle étoile à neutrons. Mais si nos protagonistes sont un peu plus lourdes, alors au moment de se rencontrer, leur poids dépassera le seuil critique, et cela créera un champ magnétique des billions de fois plus élevé que celui de la Terre. Tout cela se sera produit en seulement 1 ou 2 millisecondes, et s'accompagnera d'un éclair aveuglant, généré par une courte explosion de rayons gamma. On considère que cet événement électromagnétique est le plus lumineux et énergétique qui soit dans tout l'univers. Un disque sombre apparaît dans la zone où la collision des deux étoiles à neutrons a eu lieu. C'est un trou noir. Les scientifiques pensent que ce genre d'événement est l'une des causes possibles de leur apparition. Les trous noirs ont un poids tel qu'ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, et ils possèdent une force gravitationnelle incroyable. Si un objet s'approche trop près d'un trou noir, il est peu probable qu'il puisse y échapper. Même les photons de lumière, les particules les plus rapides de l'univers, sont incapables de se dérober à leur emprise. Au fait, il y a un trou noir ultramassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il pèserait des millions ou des milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Nous savons maintenant comment naît un trou noir. Mais que se passerait-il si deux trous noirs se rencontraient? Des astronomes ont été témoins d'un tel événement. Pendant environ 7 milliards d'années, deux énormes trous noirs se sont tournés l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. L'un d'eux pesait 66 soleils et l'autre 85. Au moment de la collision, le trou noir le plus grand a absorbé le plus petit et est devenu encore plus grand. Ce nouveau monstre noir pesait 142 soleils. Lors de la collision, une énorme quantité d'énergie a été libérée, équivalente à la masse de 9 soleils. Cette énergie a fait trembler l'univers, et la vibration de l'impact n'a atteint que récemment les télescopes terrestres. Mais dans 4 milliards et demi d'années, une collision encore plus importante aura lieu. Notre galaxie entière, la Voie lactée, va se heurter à la galaxie d'Andromède. Bien qu'Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, elle reste notre voisine la plus proche. Notre univers est en expansion et les objets bougent en son sein. Les scientifiques ont découvert qu'Andromède se déplace dans notre direction à une vitesse de 120 km par seconde. Ainsi, dans environ 3 milliards d'années, les étoiles et le gaz chaud de cette galaxie seront visibles à l'œil nu. Puis, au bout d'1 ou 2 milliards d'années supplémentaires, Andromède viendra s'écraser sur nous. Les deux galaxies se tourneront autour avec un mouvement de yo-yo. Elles s'approcheront l'une de l'autre et se croiseront ensuite à une très courte distance et à une vitesse incroyable. Puis, elles s'éloigneront à nouveau, mais la force de gravité les attirera une nouvelle fois, et une autre collision aura lieu. Mais cette fois, elles formeront une galaxie géante appelée l'Actomède. Il est difficile de savoir ce qui nous arrivera, ainsi qu'à notre planète. Dans un certain scénario, il se peut que nous ne remarquions même pas les conséquences de la collision. Bien que les galaxies soient pleines d'étoiles et d'autres corps célestes, elles restent principalement constituées de vide. Les étoiles sont très éloignées les unes des autres. Par exemple, si notre Soleil faisait la taille d'une pièce de monnaie, il se trouverait éloigné de sa voisine la plus immédiate, l'étoile Proxima Centauri, d'une distance égale à celle qui sépare Philadelphie de Détroit. Et cela représente environ 725 km. Il y a donc beaucoup d'espace entre les étoiles au sein des galaxies. Le deuxième scénario possible est celui où notre système solaire se retrouve seul dans l'obscurité intersidérale. Lorsque les deux galaxies entreront en collision et se mettront à tourner l'une autour de l'autre, un grand nombre d'étoiles seront comme catapultées hors de leurs limites. Souviens-toi des manèges des parcs d'attractions.
Lorsqu'il tourne, la force centrifuge pousse les balançoires vers l'extérieur. Et si tu décroches l'une des balançoires pendant qu'un manège tourne, elle s'envolera très loin. Le même phénomène se produit lors des collisions galactiques. Et il est possible que notre Soleil subisse le même sort que cette balançoire. Mais à notre niveau, la différence sera à peine perceptible. La vie sur Terre continuera à son rythme habituel. Le seul inconvénient est que notre ciel nocturne commencera à disparaître. Et avec le temps, il sera changé en un vide noir. La deuxième option, et la plus improbable, est que notre système solaire entre en collision avec une autre étoile. Dans ce cas, toute vie sur Terre sera anéantie, de même que si une étoile comme Gliese 710 s'écrasait sur le Soleil.